Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. 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 Sur Urban FM, mon ex Jean-Paul, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, l'actualité internationale. Nous ramène aux États-Unis où il y a un rebondissement dans l'affaire du sabotage des pipelines russes Nord Stream 1 et 2. Il faut se rappeler que le 26 septembre 2022, on avait entendu une série de 4 explosions qui avaient détruit 3 des 4 pipelines qui reliaient la Russie à l'Allemagne en passant par la mer Baltique. Ces pipelines-là étaient la principale source d'approvisionnement en gaz de l'Allemagne par la Russie. Et le 26 septembre dernier, en pleine guerre entre la Russie et l'Ukraine et en pleine tension à la suite de la prise de sanctions économiques et financières contre la Russie, notamment celles visant à plafonner le prix des approvisionnements en gaz russe, on avait entendu ces explosions-là, 4 explosions distinctement. Il faut se rappeler que Nord Stream 2, la construction avait déjà été achevée au mois de novembre 2021 et que sa mise en fonction avait été purement et simplement annulée à partir de janvier 2022, soit à peine un mois avant le début de l'offensive russe en Ukraine. Et on sait également que Nord Stream 2, bien que pour pouvoir le rendre fonctionnel, la Russie avait déjà, en l'occurrence l'entreprise d'État Gazprom, avait rempli de 300 millions de mètres cubes de gaz ce gazoduc Nord Stream 2. Nord Stream 1 également était bien entendu rempli de gaz. Et donc, lorsque des sismographes avaient détecté des vibrations au niveau de la mer Baltique à peu près 80 mètres de profondeur, très vite, on s'était rendu compte que à partir des émanations de gaz qui étaient sorties de ces pipelines-là, on avait vite compris qu'il y avait eu un événement, s'était produit d'abord. Et c'est lorsque des drones sous-marins ont été envoyés sur place pour prendre des photos qu'on a constaté en regardant les dégâts, les types de dégâts subis par ces pipelines-là, qu'on avait très vite compris qu'il s'agissait d'un acte de sabotage à travers des explosifs qui auraient été placés sur ces différents pipelines-là et qui auraient donc, à la suite de leur explosion, endommagé de manière irréversible ces 2 pipelines-là. Maintenant, la question est de savoir à qui profite le crime. D'abord, qui est l'auteur et à qui profite le crime. Alors, très rapidement, les Occidentaux ont accusé la Russie en disant que c'était un moyen pour la Russie d'essayer de mettre la pression sur les pays occidentaux en les coupant d'approvisionnement en gaz et ainsi en les exposant à des risques économiques et des risques sociaux, surtout liés à l'approche de l'hiver. Et la Russie avait jusqu'à présent toujours démenti toute implication dans cet acte de sabotage-là. Et il faut savoir qu'à présent, il y a, comme l'explosion a eu lieu dans les eaux internationales, certes, mais si tu veux, à la bordure des frontières de 3 pays, à savoir la Norvège, la Suède et l'Allemagne. Et donc, ces 3 pays-là sont en train ont diligenté chacune leur propre commission d'enquête, leur propre investigation. Et jusqu'à présent, on n'a encore aucune conclusion de ces investigations-là, jusqu'à ce qu'un journaliste américain qui s'appelle Seymour Hersh, c'est, pour ceux qui connaissent le journalisme d'investigation, c'est un journaliste chevronneux, reconnu par ses pairs depuis de nombreuses années. Il avait notamment dénoncé le massacre de Mei Li, c'était lors de la guerre du Vietnam en 1970. Il avait même obtenu le prix Pulitzer pour cet article-là. Il faut savoir que le prix Pulitzer, c'est l'équivalent pour les journalistes du prix Nobel. Hein. C'est le prix le plus prestigieux du journalisme aux États-Unis. Et donc, comme le journalisme d'investigation est très, très poussé aux États-Unis en général, celui qui a un prix Pulitzer, on peut considérer qu'il est parmi les meilleurs journalistes au monde. Et donc, ce n'est pas n'importe qui s'est exprimé sur cette question-là. Et il faut savoir que Seymour Hersh a également régulièrement écrit pour
tout ce que les États-Unis comptent comme plus grands articles, plus grands journaux de presse, que ce soit le New York Times, le New Yorker, que ce soit le Washington Post. Seymour Hersh a écrit pour tous ces journaux-là. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Il a sorti en fait une information dans son blog. Cette information-là, ensuite, a été reprise par le New York Times. Dans son blog, Seymour Hersh affirme que en réalité, le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2 est du fait des Américains. Il explique comment. Il explique que lors de manœuvres militaires de l'OTAN qui s'étaient déroulées en juin dernier dans la mer Baltique, des plongeurs expérimentés, des plongeurs de la Navy américain, seraient donc allés sur ces gazoducs-là, à cet endroit, auraient déposé des charges explosives et ne les auraient pas activées. Et donc, ensuite, avec la complicité de la Norvège, la Norvège, 3 mois plus tard, aurait fait exploser, aurait fait déclencher ces explosifs-là par le biais d'une sonde marine, qui est une sonde sonar, et cette sonde-là aurait donc émis si tu veux, une fréquence, et c'est cette fréquence-là qui aurait déclenché les explosifs. Donc, pour Seymour Hersh, c'est les Américains en complicité avec les Norvégiens qui seraient à l'origine de l'explosion des gazoducs Nord Stream 1 et 2. Et il explique cela de manière très très simple. Pour lui, tout simplement, les États-Unis et la Norvège sont les deux grands gagnants du fait que la Russie ne livre plus de gaz, notamment par Nord Stream à l'Allemagne, parce que désormais, l'Allemagne, pour s'approvisionner en gaz, s'est tournée principalement vers les États-Unis et la Norvège. Il faut savoir aussi que la Norvège, c'est l'un des plus gros producteurs mondiaux de gaz et mais bien sûr, même si ses capacités ne sont pas à la hauteur de celles de la Russie, mais si tu veux, le fait que la Russie ne soit plus un fournisseur de gaz aux pays européens permet justement à la Norvège de gagner en part de marché. Et donc, c'est la même chose pour les Américains. Il faut savoir que les Européens aujourd'hui importent par le biais de méthaniers américains du gaz naturel liquéfié à 4 fois ou 5 fois, voire 8 fois le prix que leur vendaient les Russes il y a quelques années encore. Et donc, tout ça fait que le grand gagnant pour Seymour Hersh, c'est évidemment les Américains. Les Américains aussi, derrière, voulaient, toujours selon ce journaliste d'investigation, empêcher ou bien mettre un terme à ce rapprochement qu'ils voyaient extrêmement dangereux entre la Russie et les pays de l'Union européenne. Et donc, pour les Américains, pour entériner cette rupture-là, parce que du fait qu'il y ait toujours ces gazoducs-là, cela pouvait permettre aux pays occidentaux d'espérer qu'en cas de fin du conflit armé en cas de fin du conflit armé en Ukraine, il n'y aurait plus de raison pour les Occidentaux de ne plus renouer des contacts économiques avec la Russie et donc de ne plus se réapprovisionner en gaz russe. Or, en détruisant purement et simplement ou en les rendant totalement inexploitables, on rompt totalement la possibilité pour les Allemands de pouvoir se réapprovisionner en gaz russe, quelle que soit l'issue du conflit demain en Ukraine. Et donc, c'est comme ça que, évidemment, Seymour Hersh explique cela. Et il dit que, justement, le choix de l'endroit où les explosifs avaient été posés avait été fait à l'issue de cette mission, de cet exercice-là de l'OTAN, et que l'ordre avait été donné en haut lieu. Il accuse même Joe Biden d'être celui qui a eu l'idée ou qui a donné l'ordre de détruire les gazoducs Nord Stream 1 et 2. Et cela s'est fait en complicité avec la CIA. C'est la CIA qui aurait planifié l'opération en elle-même. Alors, il faut bien comprendre que cette réaction, cette annonce a tout de suite fait bondir à la fois Joe Biden et son cabinet et un certain nombre de dirigeants occidentaux. Joe Biden, la Maison-Blanche a immédiatement nié les affirmations, les allégations de Seymour Hersh, en indiquant d'abord que ces allégations ne reposaient que sur une seule source, parce que lui-même il le dit qu'il y a une source proche du Pentagone qui lui aurait donc dit que ce sabotage en réalité avait été effectué par les États-Unis, et que de ce point de vue-là, une seule source ne n'étant pas suffisante pour pouvoir corroborer de telles affirmations, ils estiment donc que c'est une forme de volonté à la fois de Seymour Hersh de faire une espèce de propagande russe ou de soutien à la Russie. Et puis la deuxième chose qui est quand même assez étonnante dans cette affaire, c'est que évidemment si ce ne sont pas les États-Unis, qui est-ce que ça peut être? Il ne faut pas oublier que dès le mois de
dès le mois d'octobre. Non, pardon, dès le mois de décembre, parce que les attaques ont eu lieu le 26 novembre, dès le mois de décembre, il faut savoir que les Occidentaux, l'Allemagne, notamment l'Ukraine et la Suède, notamment les dirigeants de ces trois pays-là, n'avaient pas, ou certains dirigeants n'avaient pas hésité à dire que c'était véritablement la Russie qui était derrière ces attaques-là. Or, il s'avère que jusqu'à présent, en dépit de toutes de l'avancée des enquêtes en cours, aussi bien, comme je l'ai dit, par la Norvège, par le Danemark et par l'Allemagne. On a appris dans le quotidien allemand Der Spiegel que le procureur général d'Allemagne a affirmé que jusqu'à présent, de tous les éléments dont il disposait, il n'avait malheureusement aucun élément qui soit en mesure d'affirmer avec certitude que la Russie était à l'origine de cette attaque-là. Mais il faut bien aussi comprendre une réalité, c'est que vu l'endroit où l'explosion a eu lieu, il a fallu attendre plusieurs jours après, d'abord attendre que, évidemment, tout le gaz qui était dans le pipeline là puisse s'évaporer avant de pouvoir envoyer des drones. Et donc, sur la base des prélèvements qu'ils ont pu faire sur place, et étant donné aussi l'état de dégradation des résidus d'explosifs et tout ça là, il n'était pas possible de déjà déterminer l'origine de l'explosif, parce que pour déterminer l'origine d'un explosif, il faut savoir qu'on a utilisé du C4. Or, le C4, c'est la même composition et beaucoup de pays dans le monde produisent le C4. C'est peut-être des éléments particuliers tels que le détonateur, donc les circuits de détonateur qui auraient pu permettre de déterminer une espèce d'empreinte explosive, si on peut parler ainsi, et avoir une idée potentielle de celui qui était le fabricant et donc potentiellement l'auteur de cet acte-là. Or, étant donné très certainement l'état de dégradation avancé de tous les résidus des différents éléments qui ont concouru à l'élaboration de cet explosif-là, il n'était pas en mesure aussi de dire que c'est la Russie, et comme on n'est pas en mesure de dire que c'est les États-Unis aussi. Ça, c'est un fait. Malheureusement, mais maintenant, lorsque l'on regarde un peu plus loin, on se rend bien compte qu'en réalité, la Russie a beaucoup plus à perdre que les États-Unis ou l'Europe à détruire ses propres installations. Il faut savoir que les gazoducs Nord Stream 1 et 2 étaient la propriété d'un consortium dont l'actionnaire majoritaire est l'entreprise étatique Gazprom. C'est des gazoducs qui ont coûté près de 18 milliards d'euros, et donc c'est un investissement colossal, et je ne pense pas que la Russie, qui non seulement avait cet investissement-là qui est colossal, mais en plus qui était un moyen de faire pression sur les Allemands, se saborderait en détruisant eux-mêmes leur propre infrastructure. Donc, de ce point de vue-là, on se rend bien compte qu'il est difficile, à moins de dire que vraiment les dirigeants russes sont totalement machiavéliques. C'est aussi à quoi quand même, quand on fait une petite analyse, on ne serait pas quand même en droit de dire qu'ils seraient totalement machiavéliques au point de détruire leurs propres installations qui leur a rapporté énormément de milliards d'euros, énormément d'argent, et qui potentiellement encore pouvaient le faire pour des questions purement politiciennes ou purement de stratégie politique pour essayer de mettre la pression sur l'Allemagne et les pays européens dont ils tiraient principalement d'énormes profits par le biais de la vente de gaz. Donc, cette enquête-là, enfin, ces allégations de Simon Hersh vient en fait remettre un peu, bousculer un peu la fourmilière, parce qu'on a l'impression qu'il faut savoir déjà que la Suède avait même d'ores et déjà annoncé que les résultats de son enquête, elle ne les rendait pas publics. Donc c'est aussi un élément qui permet de se poser des questions quant à la probabilité que ce soit les Russes qui aient sabordé leurs propres équipements, leurs propres gazoducs Nord Stream 1 et 2. Donc tout ça laisse présager qu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'en l'État, on puisse être en mesure de dire qui est véritablement l'auteur de ces sabordements-là et de ce sabotage-là. Tout au plus, on peut avoir, à travers la lecture que l'on peut faire de cet événement, un positionnement qui soit en faveur de la Russie, soit en faveur de l'Union européenne. Mais je terminerai par un autre article qui a été publié sur le site de la Libre Belgique. C'est un journal, c'est un magazine en ligne belge qui a dit que, après avoir interrogé 9 hauts dirigeants de l'OTAN et de l'Union européenne, originaires de 8 pays de l'Union européenne, tous ces dirigeants-là, ces 9 dirigeants, ont dit qu'il n'y avait jusqu'à présent aucune preuve que ce soit la Russie qui soit à l'origine de ce sabotage et que la Russie est d'une manière ou d'une autre. On a essayé de regarder jusqu'à plusieurs mois avant ces événements.
on n'a pas vu de mouvement suspect, soit de l'armée russe, soit d'un bateau russe. Mais même ça aussi, c'est assez difficile à mettre en évidence. Mais ce qui est clair, c'est que jusqu'à présent, on n'a aucune preuve que ce soit les Russes qui l'aient fait, comparativement à l'opposé des Américains. Donc, même si on n'a pas de preuves directes, mais on voit que ce sont en réalité eux qui avaient tout à gagner en détruisant ces équipements Nord Stream 1 et 2. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA Fresh Morning. Restez connectés, on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.